Bonjour et bienvenue à notre émission de cette semaine où nous allons recevoir M. Alain Rioux qui va nous parler un des sujets de l'heure qui est la primauté parentale. Donc, bonjour M. Rioux, comment allez-vous? Je fais très bien. Vous-même. Bonjour, Antonio. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir. Écoutez, on s'est déjà parlé à quelques reprises auparavant, mais là, j'ai enfin l'occasion de vous avoir à mon émission pour qu'on discute et qu'on parle d'un sujet d'actualité, un sujet très important. Vous êtes aussi le directeur général des Papas en Action. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu de ce poste-là que vous occupez depuis combien de temps et pourquoi, en fait? Donc, OK. justement, alors parlez-moi un petit peu de votre rôle. OK. Les Papas en Action, au départ, était une organisation qui visait à aider les parents, c'est-à-dire surtout au niveau de l'habillement, des soins qu'on pouvait donner à des parents dans la région de l'île des Sœurs, en fait, dans le secteur de Verdun. Et il y a 1 an et demi, j'ai joint l'organisme et on a changé un peu l'orientation pour s'occuper un petit peu plus des aspects politiques, des aspects légaux, des aspects fondamentaux qui relèvent de la famille et pour s'impliquer là, sur la scène nationale dans des dossiers comme puisque je savais comme ex-attaché politique que la cause du droit de la famille et des changements en protection de la jeunesse s'en venait, donc on a décidé de s'impliquer à ce niveau-là. Mais M. Rioux, excusez-moi, pourquoi cette cause-là? Parce que vous savez, on s'implique souvent dans une cause parce que, bon, on a été touché particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché particulièrement, la situation, par rapport à Bien, quelque chose? écoutez, je veux dire, ce que je vois, c'est que les changements législatifs qu'on veut apporter présentement, que ce soit en droit de la famille ou en protection de la jeunesse, vont énormément affaiblir, selon moi, l'institution familiale québécoise. Et comme on le sait, la famille, c'est la base d'une société. Et notre société québécoise est déjà fragilisée par son statut, disons, d'unité francophone dans l'Amérique du Nord. Donc, si on affaiblit la base de la famille, on court des risques graves, pas à court échéance, mais à long terme. La situation peut devenir assez grave pour la nation francophone. Et je pense qu'il faut plutôt aider la famille que de mettre des projets sur la table qui visent en quelque sorte à l'affaiblir. Et c'était d'ailleurs la recommandation, des recommandations principales euh, du sommet sur le développement social de 1995, dont le Canada a entériné. Il faut renforcer la famille et non pas l'affaiblir. Donc, le motif principal, c'est défendre l'institution familiale. Oui, mais quand vous parlez de ça, dites-moi, et c'est un peu ça, quelles sont les sources de motivation? Oui, je peux comprendre, parce que, bon, on est tous impliqués au niveau lorsqu'on est parents, mais il doit y avoir quelque chose en particulier qui vous a amené vers là, une petite corde sensible, un événement, quelque chose qui a marqué et qui a fait que vous êtes vraiment dit, c'est à peu près le temps que moi je m'implique à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs choses, en fait. C'est sûr que du côté des pères de famille, les Papas en Action recevaient à ce moment-là, au moment où je me suis joint, beaucoup d'appels de détresse de pères de famille qui se retrouvaient en difficulté sur le plan familial après la séparation devant les tribunaux. Et puis ça, c'est un élément, disons, qui m'a touché particulièrement. Et aussi, quand j'étais attaché politique de circonscription, il est arrivé à quelques reprises, entre autres, le souvenir d'une jeune maman qui était arrivée et qui me disait que la DPJ venait de lui enlever son bébé qui était fraîchement né. Et quand elle m'a tout raconté l'histoire, c'était une jeune femme qui semblait tout à fait correcte
Et je me souviens, à un moment donné, je me suis retourné de mon bureau pour aller chercher des papiers vers l'imprimante. Et là, j'avais les yeux pleins d'eau. Ça m'a beaucoup touché, cet événement-là. Et il y en a d'autres aussi qui sont venus au bureau pour des causes semblables. Et de fil en aiguille, j'ai aussi, à titre de recherchiste, j'ai commencé à fouiller dans le dossier. Et surtout, depuis le printemps passé, j'ai reçu des centaines d'appels de personnes qui sont en détresse suite à des intrusions de la DPJ dans leur vie familiale, notamment dans le débat sur l'arrêté ministériel 2020-006 qui avait été mis en place l'hiver passé par un décret ministériel. Donc, et les parents, ça faisait des mois qu'ils ne voyaient plus leurs enfants. Et même, bon, c'est des situations qui sont aberrantes parfois et qui ne tiennent pas la route puisque tous les autres enfants du Québec avaient droit à ce moment-là de passer d'une zone à l'autre, même si leurs parents étaient séparés. Alors, il y a plein de choses comme ça qui viennent nous toucher au fil du temps et on s'implique dans un dossier. Écoutez, présentement, il y a un débat, si on peut l'appeler ainsi, qui se passe en fonction de la primauté parentale. Pouvez-vous expliquer c'est quoi exactement la primauté parentale? Parce que ça a l'air d'une cause qui vous tient énormément à cœur, donc j'aimerais ça, pour les téléspectateurs, que vous expliquiez en détail c'est quoi la primauté parentale. Donc, en termes très simples, à partir du moment où un enfant vient au monde, il existe une présomption de droit qui fait que le parent naturel est le mieux en mesure pour s'occuper de son enfant, pour lui donner les soins. Alors, l'État, dans la situation actuelle, doit renverser cette présomption-là pour prendre l'enfant en charge. Et c'est un peu l'objectif d'abolir la primauté parentale, dans le fond, pour ne plus avoir à renverser la présomption initiale à partir du moment où un enfant vient au monde, que c'est son parent naturel qui est mieux en place pour en prendre soin. Et je pense que c'est inutile dans l'état du droit actuel parce que la jurisprudence nous dit que de toute façon, aujourd'hui, dans l'état de la jurisprudence, l'intérêt de l'enfant renverse déjà le principe de primauté parentale. Et dans un deuxième temps, selon les recherches que j'ai faites dans les dossiers statistiques AS 480 du ministère de la Santé, qui sont produits par les directeurs de la protection de la jeunesse, les cas de prise en charge d'enfants par l'État sont gagnés par la DPJ à presque 99 % devant la Chambre de la jeunesse. Donc, est-ce que l'État a besoin d'abolir la primauté parentale? Je ne crois pas, puisque l'État gagne déjà 99 % de toutes ses demandes devant le pouvoir judiciaire, qui en fait est la Chambre de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on veut de plus maintenant si on gagne déjà 99 % des causes? Oui, justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que l'État cherche de plus dans cette situation-là? Écoutez, oui, allez-y, excusez. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je ne connais pas l'agenda politique des caquistes, du gouvernement caquiste. Bien entendu, ce qu'on projette dans les médias, dans les grands médias, c'est qu'on on ne veut plus échapper d'enfants dans le filet social. C'est ce qu'on nous dit. Toutefois, je veux dire, si on reprend le cas de la fillette martyre de Granby, la cause de cet enfant-là était déjà bien connue des tribunaux, elle était connue du milieu scolaire, elle était connue de la DPJ. C'était un dossier qui était bien connu. Pourquoi on n'a pas agi alors que dans d'autres cas, qui sont des signalements de conflits de séparation où des ex-conjoints se signalent entre eux, on embarque dans plein de dossiers pour des choses qui ne sont pas l'esprit de la loi, parce qu'il s'agit d'une loi qui a été créée
pour intervenir dans la famille, mais pour des motifs graves. Donc, des situations exceptionnelles. Donc là, on intervient dans la famille pour des situations qui ne sont pas exceptionnelles et il y a des listes d'attente innombrables, alors qu'il y a des cas urgents auxquels on connaît la teneur de ces cas-là et on n'agit pas. Et on a tous les moyens à la disposition, l'État a tous les moyens à sa disposition pour protéger un enfant, primauté parentale ou pas. Ils le font déjà à 99 % du temps. Donc, pourquoi on en est rendu là? Je ne sais pas. Je ne peux pas... Et je ne sais pas quelle est l'intention réelle, s'il y en existe une autre, de s'intéresser autant à l'enfant et de vouloir avoir autant de pouvoir sur la vie de l'enfant pour en écarter l'aspect décisionnel, parce que je vous dis, le principe de la primauté parentale, avant que l'enfant n'ait atteint ses 14 ans, le parent a un droit de prendre des décisions pour le bien-être de son enfant. Donc, en abolissant la primauté parentale, on affaiblit ce droit-là. Et on l'a vu encore il n'y a pas longtemps dans un jugement, quoique la mère, dans ce jugement-là, n'avait pas la garde de l'enfant depuis près d'une dizaine d'années, mais on a confié son autorité parentale à la DPJ sur la question de la vaccination de l'enfant, par exemple, ou du dépistage de l'enfant. Mais il reste... Oui? Excusez-moi, est-ce que vous avez quand même réussi à discuter ou à parler avec un responsable du gouvernement ou un représentant du gouvernement face à ça? Parce que vous semblez ne pas avoir, comme vous disiez tantôt, ne pas avoir de réponse ou vous ne comprenez pas l'agenda derrière l'abolition de la primauté parentale. Est-ce que vous essayez de rentrer en contact ou c'est quelque chose où on frappe un mur, si on peut dire ainsi? J'ai eu des contacts le printemps passé au moment où j'ai envoyé une mise en demeure au ministre Carman sur la question du décret 2020-006. J'ai eu plusieurs contacts avec le cabinet du ministre et l'été avant que la commission Laurent débute, j'étais censé rencontrer le ministre Carman. On était en discussion pour avoir une entrevue. Mais étant donné que la commission a été mise en place, on a transféré mon dossier vers la commission et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis passé à la commission Laurent dès la deuxième journée des audiences publiques. Oui, j'ai eu des contacts avec des personnes au ministère. On a discuté de plusieurs dossiers d'ailleurs à ce moment-là, le printemps passé. Toutefois, dans la nouvelle question de la primauté parentale, c'est une question qui vient d'être mise sur l'avant-scène il y a très peu de temps. Okay? On avait effleuré, on en parlait vaguement au cours de l'année dernière, depuis le printemps, je dirais, 2020. Toutefois, ça a été mis sur la table sérieusement à l'émission 24-60 il y a à peine 2 semaines. Donc là, à ce niveau-là, j'ai envoyé une mise en demeure aux 12 commissaires il y a quelques jours. Et ce midi, d'ailleurs, j'ai pris connaissance que tous les commissaires avaient pris connaissance de la mise en demeure, sauf Mme Hélène David et Lise Lavallée, qui sont les députés, notamment de la CAQ et du Parti libéral. Donc, toutes les autres personnes avaient pris connaissance de la mise en demeure. Et je pense que les arguments sont solides quand on comprend que la DPJ gagne 99 % de ce qu'elle demande déjà. Pourquoi abolir la primauté parentale si on gagne déjà tout ce qu'on demande devant les tribunaux, là? Maintenant, est-ce qu'il y a une autre intention derrière ça? Comme je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas répondre à cette question-là et ce n'est pas une chose qu'on va dire publiquement non plus. Écoutez, il y a quelques jours, on a vu un article du Journal de Montréal qui est sorti sur la DPJ pour forcer le dépistage. Ça, c'était un petit segment sur lequel... que pensez-vous d'un article comme celui-là? Bien, c'est justement à cet article-là que je me référais lorsque je parlais tout à l'heure de la question du dépistage et de la vaccination d'une mère. Bon, toutefois, ce qu'il faut comprendre là-dedans aussi,
j'ai lu le jugement. Ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que la mère n'a plus l'exclusivité de la garde, puisque l'enfant a été confié à une famille d'accueil il y a plusieurs années. Et que, toutefois, la mère a perdu certains attributs parentaux, mais conservait des attributs parentaux. Et lorsqu'elle s'est opposée à la vaccination ou au dépistage, bien là, la DPJ a saisi le tribunal pour demander que l'autorité parentale sur le plan médical pour la question du dépistage et de la vaccination soit confiée à la DPJ. Et le tribunal, toujours selon le principe de l'intérêt de l'enfant, le tribunal a confié l'autorité, cette partie-là de l'autorité parentale à la DPJ de décider si l'enfant doit être dépisté ou vacciné. Donc, la décision va maintenant appartenir à la DPJ dans le cas de cet enfant-là. Toutefois, je veux dire, on comprend que la mère en question, quand il y a un jugement de la Chambre de la jeunesse, on peut immédiatement aller en appel en vertu de l'article 100. Donc, on peut faire appel à la Cour supérieure. Toutefois, en faisant appel à la Cour supérieure, ça ne change pas l'état des choses jusqu'à ce que le jugement d'appel soit rendu. C'est-à-dire que la DPJ va conserver le droit parental jusqu'au jugement si la Cour d'appel supérieure en appel en jugerait contrairement. Toutefois, il est possible de saisir aussi le tribunal en vertu de l'article 105 de la loi pour demander de casser l'ordonnance qui a été rendue. Toutefois, dans les cas qui sont venus à mon attention, il faut que ce soit des motifs extrêmement sérieux, comme par exemple si la DPJ où on accorde le droit à une mère de partir dans un autre pays avec son enfant et qu'il y a un risque d'enlèvement, là, on peut briser l'ordonnance qui a été confiée à ce moment-là, ou s'il y a un risque sérieux de lésion de droits de l'enfant, mais ça prend des motifs extrêmement sérieux. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une mère qui n'avait pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant, donc il serait un peu illusoire de penser qu'on peut aller casser ce jugement-là. Toutefois, l'esprit qui est derrière, peu importe les faits, peu importe la situation, l'esprit qui est derrière tout ça, c'est qu'on nous sert toujours sur un plat d'argent l'intérêt de l'enfant. Par contre, on voit que l'intérêt de l'enfant, c'est l'État qui décide de l'intérêt de l'enfant, là. Et c'est ça qui devient à la longue un peu dangereux. Et dans les années 70, on a créé avec les conventions internationales le fait que l'enfant est devenu un sujet de droit. Donc, on a confié à l'enfant le même statut qu'un adulte, c'est-à-dire que l'enfant peut décider de sa religion, l'enfant peut décider de son expression, l'enfant peut décider comme un adulte. Ce qui était contesté à ce moment-là, c'est que si on prend, par exemple, la situation d'un enfant tout jeune ou d'un bébé, il n'est pas en mesure d'exercer ce droit-là comme à titre de sujet de droit. Donc là, en même temps, on a créé la protection de la jeunesse et finalement, le principe, c'est pas le principe, mais le concept de l'intérêt de l'enfant est arrivé derrière ça. Parce qu'il ne peut pas être accueilli comme un principe fondamental pour certaines raisons juridiques, mais le concept est maintenant très fort. Toutefois, ce qui est un peu aberrant, c'est qu'il n'y a pas de définition précise depuis 50 ans de l'intérêt de l'enfant. Il n'en existe pas de définition de l'intérêt de l'enfant précise dans les lois et dans les règlements. On peut même voir l'intérêt de l'enfant dans un certain sens, que l'intérêt de l'enfant, c'est que le parent se soumette au désir de la DPJ et à l'ordonnance du tribunal. Alors que d'un autre côté, si on regarde la Charte et le droit international, l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il exerce des liens avec ses parents, puisque le parent, en vertu de la Charte, a le principe de primauté parentale. Donc là, on met en jeu des concepts et plus on avance dans le temps, dans le droit familial et dans le droit de protection de la jeunesse, plus les parents perdent des plumes tout le temps, et on s'en va vers un concept où l'enfant est l'enfant de l'État.
Oui, c'est ça. Justement, c'était ma prochaine question. Donc, le but de tout ça, le but de cette démarche-là, c'est de, vous savez, pour le commun des mortels qui comprend plus ou moins la situation et qui commence, ou celui qui commence à le comprendre, c'est quoi le but principal de cette démarche-là? Justement, vous aviez commencé à en parler. Est-ce qu'il y a moyen d'élaborer un petit peu plus? Parce que je sais que vous avez fait, tantôt vous parliez d'une mise en demeure. Donc, ça, cette mise en demeure-là, j'imagine qu'elle devait expliquer qu'est-ce que vous recherchez derrière tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'expliquer à nos spectateurs quel est le but principal de votre démarche et de la mise en demeure? Ce que j'ai expliqué aussi dans la mise en demeure, premièrement, j'ai établi, en considération du fait, je le répète encore une fois, que la DPJ a le plein pouvoir et que, en vertu de la jurisprudence, l'intérêt de l'enfant renverse déjà la primauté parentale. C'est une modification de la loi qui devient en quelque sorte un peu frivole et inutile, parce que ça ne changera absolument rien à court terme. Maintenant, à moyen et à long terme, qu'est-ce que ça peut faire le fait que la primauté parentale qui existe depuis des millénaires n'existe soudainement plus? Là-dessus, on peut se poser bien des questions là, sur l'agenda à long terme. À court terme, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, dans un deuxième temps, de la mise en demeure, j'ai mis les faits, les constats à partir des données qu'on a étudiées, c'est-à-dire, par exemple, le budget de la famille d'accueil qui a augmenté énormément dans les 5 dernières années, de 30 et les cas de protection immédiate, les codes 1, les codes 2 qui ont pratiquement doublé dans les 10 dernières années. Donc là, on voit que la protection de la jeunesse est de plus en plus intrusive et agressive envers la famille biologique. Donc ça, c'est un constat. Troisièmement, si on sait que dans les faits, sur le plan juridique, on n'a pas besoin d'abolir la primauté parentale, l'État a déjà tout le pouvoir d'agir avec la loi sur la protection de la jeunesse. Maintenant, si derrière ça, l'objectif, c'est de faire un déplacement d'enfants à partir d'un groupe social démuni ou ethnique ou religieux particulier ou quelque chose comme ça, vers un autre groupe social qui est plus fortuné ou qui est choisi par l'État et payé par l'État, bien là, on rentre dans un principe où c'est qu'on déroge au droit international, puisqu'on ne s'en va pas dans une direction sociale pour une société pour tous. Et le principe de Copenhague, de la déclaration dans laquelle le Canada s'est engagé, c'est de créer une société pour tous, causé par le fait que le constat, même depuis 1995, on le voyait venir, c'est que là, c'est l'écart social s'agrandit, et pas seulement dans les pays pauvres, l'écart social s'agrandit aussi dans les pays industrialisés et les pays riches. Donc, ce constat-là est inquiétant pour le 21e siècle. Et j'écoutais encore ce midi, on parlait de la crise du logement. C'en est un effet, ça aussi, là. Alors, abolir la primauté parentale ne s'inscrit pas dans la philosophie d'une société pour tous. On s'en va dans le sens complètement contraire. Et on agrandit encore l'écart entre les plus pauvres et les mieux nantis de notre société. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, vous, l'avenir, l'avenir approché, comment vous vous sentez face à ça et quelles seront vos prochaines démarches, même peut-être que vous ne voulez pas en parler ouvertement, vous voulez garder quand même le petit côté surprise, mais avez-vous un plan ou avez-vous des actions qui vont nous préparer vers la prochaine étape? Absolument. C'est sûr que là, on voit que, et cette semaine, il est sorti aussi un autre article dans la presse, peut-être dans d'autres journaux aussi, que M. Jolin Barrette, avec Alain Roy, qui était professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui a travaillé à la rédaction
du comité le comité de 2015 sur la modification du droit de la famille, dans lequel j'ai déposé d'ailleurs un mémoire et un esquisse d'avant-projet de loi sur la famille. Et je déplore aussi que ce projet-là a un aspect purement financier dans la famille. En tout cas. Donc, on voit que dans le même sens, on veut aller ouvrir la question de la filiation, qui est encore le lien entre les enfants et leurs parents, la filiation, dans le droit de la famille. Parallèlement avec la question d'abolir la primauté parentale dans le droit de la protection de la jeunesse, et on veut mettre ces deux projets de loi-là de l'avant à l'automne prochain. Donc, fait de plus qui nous incite à agir préventivement, parce qu'on sait que la CAQ a déjà utilisé le bâillon à 4 reprises jusqu'à date et tente toujours de passer ses projets de loi assez rapidement, merci. Alors, les prochaines étapes, premièrement, on attend la sortie du rapport Laurent, comme tout le monde, qui devrait sortir demain. Donc, on va voir si on continue directement dans l'abolition de la primauté parentale et jusqu'à quel point, en faisant l'étude du rapport Laurent, je vais en parler brièvement dimanche soir dans un direct à 19h. Et ensuite, je pense que si on continue, le gouvernement continue dans cette direction-là de démolir la famille en quelque sorte, le droit de la famille, je pense que là, on va aller directement pour consulter dans un premier temps. On va faire les choses avec une graduation, c'est-à-dire qu'on va aller voir les porte-paroles de chacun des partis politiques pour rencontrer ces personnes-là, parler avec leur attaché politique et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les porte-paroles dans un premier temps. Et ensuite, je pense qu'il y aura lieu de se diriger vers les ministres de la santé, de l'éducation, de la famille et aller plus loin tranquillement, pas vite, pour en arriver avec des solutions à proposer pour l'automne prochain en même temps que la commission parlementaire va commencer et pour être entendu aux consultations particulières. Ça, c'est une chose aussi que je dis souvent, il faut démêler la chose judiciaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc là, on tombe dans le pouvoir législatif qui sont les commissions parlementaires qui créent les lois. Et il est possible de se faire entendre dans les consultations particulières au début des commissions parlementaires. Et la chose ne s'est jamais produite. Il n'y a jamais personne qui a représenté les parents dans ces situations-là. C'est toujours le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, les DPJ, etc., les organismes de famille d'accueil, mais il n'y a jamais personne qui représente les parents. Et avec les sondages qu'on a fait faire récemment, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en accord pour qu'on puisse représenter un point de vue différent dans les consultations particulières. Donc, tout ça se dirige vers l'automne prochain, mais dans un esprit parlementaire, dans un esprit de collaboration avec le législateur. Vous savez, M. Rioux, je ne vous connaissais pas, et puis bon, la pandémie nous permet de rencontrer des gens très intéressants et de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Moi, en tant qu'un parent, est-ce qu'il y a quelque chose, si je peux aussi demander pour les autres parents, est-ce qu'il y a une action concrète qu'on peut faire pour vous donner notre appui, mis à part le fait de s'informer, qui est une chose normale, mais est-ce qu'il y a une action concrète que, à travers le message ou la plateforme qu'on a aujourd'hui, que vous pourriez demander aux différents parents, parce que, comme vous savez, il y a un groupe qui se crée présentement de différentes associations de parents, donc qui a accès à un grand nombre de parents concernés de toutes les mesures et de toutes les décisions qui sont prises dernièrement. Alors, quelle serait une des actions précises que nous, en tant que parents, on pourrait faire pour vous appuyer dans vos démarches? Bon, il y a une chose qui est très simple. Premièrement, c'est de répondre au sondage sur la primauté parentale et de me donner le mandat. Je demande un mandat pour parler au nom d'un groupe de parents. Comme je dis, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont déjà répondu. Mais il faut comprendre le principe ici, là, que si on se présente à l'Assemblée nationale en consultation particulière avec des éléments solides
et avec un but précis, et que la chose est supportée par des milliers et des milliers de parents du Québec, c'est certain qu'on va prendre la chose très au sérieux. Donc, la première chose à faire, ce serait de répondre au sondage et d'appuyer la démarche. Et au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on va proposer aussi des actions à partir desquelles, dans un but transparent, de proposer des choses, des changements qu'on voudrait avoir et aussi sonder le pouls de ces personnes-là, à savoir s'ils sont en accord ou en désaccord, un peu de consultation publique. Et je pense qu'il est primordial qu'on s'implique dans cette chose-là, parce que ce n'est pas juste les experts choisis par le gouvernement Legault qui peuvent décider si on abolit ou non la primauté parentale. Je pense que ça concerne tous les parents, ça concerne toutes les personnes de notre société. On a le droit de s'impliquer et c'est un droit constitutionnel que tout le monde a de participer à la chose législative. Il ne faut pas juste attendre que la loi soit passée pour essayer de la contester avec le pouvoir judiciaire, puisque dans l'esprit du pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire doit respecter l'esprit du pouvoir législatif. Moi, je pense qu'il faut d'abord aller cogner à la porte du législatif pour dire ce qu'on a à dire. Et on peut, avec un mandat clair, aller mandater un porte-parole pour aller parler au nom des parents et se concerter sur la situation avant d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Écoutez, je veux prendre cette responsabilité-là en vous posant cette question, vu que vous êtes représentant de Papa en Action. Comme vous savez, c'est un sujet sur lequel je me verbalise énormément, c'est la situation du port du masque pour nos enfants à l'école. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous aimeriez donner votre opinion ou répondre à cette situation-là? Écoutez, dans un premier temps, je veux dire, on ne peut pas être de tous les combats. Moi, je veux dire, là, présentement, je m'occupe du droit il y a le droit de la famille qui s'en vient bientôt aussi, qui va être un sujet très important à débroussailler. La protection de la jeunesse, j'ai beaucoup investi, on a beaucoup investi dans la dernière année avec la série Magistrature ou Dictature, qui compte à peu une trentaine d'épisodes en 3 saisons. Sur le port du masque, malheureusement, je n'ai pas les compétences médicales pour juger de la situation. Tout simplement, par contre, à titre de citoyen qui a un droit d'expression, je vous dirais que personnellement, à un moment donné, j'ai envoyé un communiqué de presse parce que j'avais été avisé dans le secteur où les Papas en Action fait du bénévolat qu'il y a des jeunes qui voulaient aller patiner. Et la patinoire était pleine de neige, puis la municipalité ne l'entretenait pas. Donc là, j'ai envoyé un communiqué de presse et on envoyait ça notamment à la municipalité pour qu'on déblaye. Parce que là, je veux dire, les jeunes, on ne peut pas les garder à la journée longue avec 2 masques dans la figure et les empêcher d'aller dehors le soir. Ça ne tient plus de bout là, sur le plan psychologique. Là. Je veux dire, OK, on veut aider peut-être dans un certain sens, mais on nuit dans un autre. Et là, les enfants, je me mets à leur place. Et j'ai ma sœur qui travaille dans le milieu scolaire, j'ai travaillé moi-même, j'ai enseigné pendant des années, je sais comment ça se passe avec les jeunes, par exemple en service de garde, le midi, je veux dire, quand même qu'il y aurait des masques, etc., les jeunes, ils se roulent à terre, ils vont se toucher, ils se promènent, ils se tirent là-dessus, il faut que tu mettes les bottes. Il y a plein de contacts avec ces jeunes enfants-là de 7-8 ans dans un corridor quand c'est le temps de sortir ou de manger le midi. OK, les masques, peut-être, aident beaucoup à la chose. Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Toutefois, je pense que ces jeunes-là, ça ne fait pas de sens qu'ils portent des masques à la journée longue. Ça devient un peu abusif en quelque part. C'est mon point de vue, mais je le dis sous toute réserve, je ne suis pas un expert sur cette question.
Écoute, on va parler d'une dernière chose que vous avez mentionnée brièvement tantôt, et je veux me faire un devoir de commencer à m'y intéresser. C'est une série qu'on appelle Dictature ou Magistrature. Donc, j'aimerais que vous élaboriez un petit peu sur cette série, justement. Magistrature ou dictature. On la retrouve sur notre page Facebook et en partie sur YouTube. À peu près la moitié des épisodes sont disponibles sur YouTube et aussi sur Twitter. Maintenant, au début de Magistrature ou dictature, il y a une présentation en deux temps. Il y a une présentation des aspects généraux sur le plan légal, disons, sur les lois, le Code civil, etc., la loi de la protection de la jeunesse, toutes les lois. Ensuite, il y a un mini-chapitre sur la différenciation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, comment ça fonctionne, et quelques explications sur le pouvoir réglementaire, comme par exemple le ministre vient de confier un pouvoir réglementaire à Mme Lemay, qui a été nommée comme directrice générale, alors qu'en 1974, on voulait que ce pouvoir réglementaire-là appartienne à une structure mixte entre le ministère de la Justice et le ministère des Affaires sociales, avec deux sous-ministres et des avocats et deux autres structures en dessous de ça avant d'arriver à la DPJ pour avoir le pouvoir réglementaire, parce que le pouvoir réglementaire n'a pas besoin d'être voté par les 125 députés. Il appartient à un député de passer un règlement. Et quand j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai déjà demandé des amendements à certains de ces règlements-là. Toutefois, ces projets de réglementation sont publiés dans la Gazette du Québec pour 45 jours et la grande majorité des personnes ne savent même pas qu'ils ont été publiés dans la Gazette du Québec. Donc, il y a une explication du fonctionnement de l'appareil. Et ensuite, on commence avec les chapitres sur le coût de la DPJ. On a étudié en détail une centaine de jugements de toutes sortes dans le cas de la juge Rousseau, qui a duré pendant plusieurs années, et toutes les étapes pendant lesquelles la DPJ, petit à petit, a destitué la juge Ruffo, et quels sont les mécanismes que la DPJ a utilisés pour écarter le judiciaire, dans le fond, qui mettait un peu des bâtons dans les roues à l'exécutif, à l'administratif. Il y a ça qui est étudié. Après ça, on a étudié la partie de tous les conseils de discipline, c'est-à-dire le quasi-judiciaire. C'est, dans le fond, c'est le pouvoir judiciaire du gouvernement. C'est un pouvoir administratif. Chaque ordre professionnel comme le barreau du Québec ou les médecins, etc., les travailleurs sociaux. Il y a le conseil de discipline. On a étudié cette partie-là. On a étudié divers aspects, le côté de la quérulence, les budgets pour les familles d'accueil, tout le budget de la DPJ, en fouillant dans les budgets, parce que quand j'étais attaché aussi, ça faisait partie du travail d'aller fouiller dans les crédits. Lorsque le budget est déposé, on va fouiller dans les études de crédit. Et il y a toute une mine d'informations dans les rapports qui sont produits. Donc, il faut comprendre le fonctionnement de ça. Il faut aller chercher l'information et en l'étudiant et en produisant une analyse, ben là, on trouve beaucoup de choses. Et la série Magistrature est fondée uniquement sur des données institutionnelles qui viennent de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un paquet de séries là, qui fait le tour de la protection de la jeunesse et aussi sur la nomination des juges. On a un système qui est particulier, là, qui ne ressemble pas à celui qui est en Europe. Et là-dessus, on sait que des fois, les juges sont nommés, ils connaissent bien des personnes dans le cabinet ministériel, par exemple. Et on a vu que la majorité des juges à la protection de la jeunesse sont d'anciens avocats de la DPJ ou du BAJ, ou des avocats de l'article 80. Donc, tout ça est expliqué dans Magistrature ou Dictature. Des fois, c'est peut-être un peu indigeste comme information, mais on essaie de divulguer ça, de vulgariser la chose le plus possible. Et je pense qu'avec une bonne connaissance d'ensemble de tout ce système qui est la DPJ, on peut prendre des décisions meilleures et mieux fondées sur des bases plus solides.
Écoutez, M. Rioux, ça a été un plaisir. Je vous remercie énormément de votre générosité. C'est sûr que je vais me lancer un petit peu à fouiller vos démarches, votre travail et tout ça pour pouvoir partager, essayer de partager aussi avec les autres parents l'information. J'espère que vous allez avoir l'appui que vous avez besoin parce que on a l'impression que vous défendez une très grande cause et une très bonne cause. Alors, de la part de tous, merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue et au plaisir de vous revoir. Donc, sur une dernière note, avez-vous quelque chose à rajouter pour nos téléspectateurs? Écoutez, c'est le fondement de notre société, c'est l'institution familiale. Et il faut se lever pour la protéger. Parce que dans l'état des choses actuelles, dans la direction qu'on est en train de prendre, on affaiblit notre unité familiale au Québec et c'est jouer avec le feu. Alors, je vous remercie infiniment, Antonio, pour cette entrevue. Ça a été un plaisir d'être avec vous et oui, à une prochaine. Merci beaucoup, M. Rioux. Au revoir. Au revoir.